Bienvenue chez We Love Belgian Brands, le premier podcast qui tend le micro aux acteurs de la mode belge. Ici, on écoute les parcours, on cherche à comprendre les défis et à en tirer les apprentissages. Moi, c'est Astrid, experte en développement commercial, coach, conférencière. Et ce qui m'anime, c'est l'entrepreneuriat et accompagner les femmes dans la croissance de leur business et dans leur réalisation personnelle. Et moi, je suis Lynn et vous me retrouvez une semaine sur deux pour les épisodes en néerlandais. Alors voilà, tous les jeudis sortiront un épisode. Au creux de vos oreilles, on parle vrai, on raconte ce qu'est la réalité. Le but de chaque discussion, apprendre, échanger, s'inspirer. Belle écoute! Il n'y a pas de doute, dans le secteur de la mode, il faut désormais maîtriser le digital pour réussir. Créer de la désirabilité sur les réseaux sociaux, rédiger des newsletters impactantes, gérer des campagnes et générer des ventes en ligne. Avoir le bon partenaire est alors essentiel pour avancer sereinement. Spécialisé dans la mode et le lifestyle, Lending Partners accompagne depuis plus de 5 ans des marques dans leur performance en ligne. Les retours sur Anthony, David et leur équipe sont unanimes. Ce sont de véritables experts, à l'écoute des besoins de leurs clients et orientés résultats. Découvrez leurs cas pratiques et rapports sur leur site www.lending.partners. Je suis ravie de les avoir à nos côtés et les remercie pour leur soutien à We Love Belgian Brands. Belle écoute! Bonjour à tous. Quand on parle de marque belge, on pense évidemment tout de suite à Essentiel. Essentiel Antwerp. Et quand on dit Essentiel, évidemment, on pense à la charismatique Inge Hontsea. Elle est pétillante, excellente communicante et l'image de la marque. Alors évidemment, j'adorerais avoir Inge à mon micro et je ne doute pas que ça se produira un jour en français ou en néerlandais. Tout est possible. Mais là, vraiment pour moi, avoir Esfane Ektessadi, vraiment, c'est le Graal. Car avec ce podcast, j'ai aussi et surtout envie de parler business, entrepreneuriat, coup dur, gros succès. Et je ne doute pas qu'avec une telle histoire et des vagues aussi hautes que creuses, il y a là de nombreux apprentissages à partager. Alors je prends ma planche de surf et je vous propose, Esfane, qu'on navigue ensemble sur les vagues de l'histoire essentielle. Let's go. Let's go. Bonjour Esfane. Bonjour. C'est super parce que c'est vraiment une sorte de rencontre aussi. Hein. Absolument. Une rencontre dans une rue, sur une terrasse. Ouais, sur une terrasse. Sympa. C'était une jolie leçon pour mes enfants parce que je suis arrivée, je vous ai tout de suite repéré et j'ai dit à mes enfants, oh, ça c'est un monsieur que j'aimerais bien avoir pour mon podcast. Je ne sais pas si je vais oser lui parler. Et puis ils étaient si, vas-y. Je disais, bon, on va le laisser dîner. Ça s'est très très bien passé. J'étais agréablement surpris qu'on me reconnaisse parce que normalement c'est toujours Inge. Qui est effectivement beaucoup plus charismatique et j'étais charmé et je me suis dit c'est chouette, il y avait une telle dynamique de la manière dont vous m'avez proposé ça que je ne pouvais pas refuser. C'est super parce qu'en effet après tout a été fluide et c'est super. Avec grand plaisir. Et du coup mes enfants étaient waouh, bravo. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, donc c'est chouette. Voilà. Est-ce que oui, alors moi je vous connais mais en effet pas forcément tout le monde, donc je veux bien que vous vous présentiez un peu. Je suis Esfane Ektessadi, je suis né à Bruxelles, à Uccle, en 68, et puis j'ai une maman qui m'a emmené tout de suite. Je suis né dans le textile, depuis toujours. Maman était française, mon père est iranien, enfin était, et ils se sont installés en Belgique en 67 à Knock. Je ne sais pas pourquoi Knock. Ma mère faisait du bateau, elle était du nord de la France et elle connaissait Knock de loin. Et un jour, elle a dit à mon père, quand ils étaient à Paris, ils ont dit viens, on va à Knock, on va ouvrir une boutique. Et mon père, amoureux de ma mère, l'a suivi et ils ont ouvert cette première boutique sur la digue. Et puis c'est devenu une grande success story. C'était Nicole Catulle à l'époque. Elle était la première à avoir, je dis Paco Rabanne, il y avait Sonia Rykiel, Kenzo, Armani, Versace, je sais pas, il y avait aussi Fendi, il y avait les fourrures de Fendi. Enfin, c'était une histoire fantastique. Et moi, j'ai fait mes premières cabanes en carton dans la réserve de ma maman, avec toutes ces marques. Et elle m'emmenait d'ailleurs faire des achats. Petit, j'allais à Paris, j'allais à Milan avec elle. Donc, depuis toujours, j'ai baigné dans ce milieu de la mode. Mais aussi, elle a longtemps eu des boutiques multimarques.
Et après, je crois qu'on en a eu marre, elle a voulu faire sa propre marque. Et là, vers l'âge je devais avoir 12 ans, 13 ans, on a été vivre en Turquie, à Istanbul. Et là, j'ai vu l'autre aspect. J'ai pas vu les collections arriver et terminer, mais j'ai vu comment on faisait une collection. J'ai vu les fabricants de tissus, j'ai vu les ateliers de mode, les ateliers de coupe. Et j'ai jamais eu une autre hésitation de savoir que j'allais faire ce métier. C'est quelque chose que j'aime passionnément. J'aime la production aussi. J'aime être dans les usines, j'aime toucher les matières, j'aime comprendre pourquoi une matière pourrait être plus fragile, pourquoi il faudrait avoir 4 piqûres au lieu de 2 sur certaines choses, parce que ça rend beaucoup plus une compréhension beaucoup plus claire de ce qu'on peut faire dans ce métier. Voilà. Et depuis petit, voilà. Donc j'ai arrêté l'école très jeune. J'étais pas vraiment top à l'école. On m'a même gentiment conseillé d'aller faire quelque chose d'autre. Et c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est de commencer à travailler assez jeune. Et à quel âge vous aviez 18 ans. Ok, et vous avez lancé Essentiel pas à 18 ans, non, un peu plus tard. À 18 ans, je travaillais dans un showroom qui était des amis de ma maman qui avait la marque Mani à l'époque, Henry Cottons. Et j'étais assistant vendeur. Ça veut dire que j'avais droit à faire les cafés. C'est ça. Et de ranger correctement les vêtements sur la barre, avec un espace de 5 cm. Enfin bref. Donc ça, c'était ma première école. Et puis j'avais une femme fantastique qui s'appelait Caroline de Skepper, qui m'a amené avec elle sur la route, qui m'a montré comment aller voir les boutiques, comment se présenter, comment démarcher, comment vendre, et porter des sacs. Et ça a été 2 ans de nouveau d'un apprentissage fantastique, parce que ça, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas la vente de représentation. Et ça a duré 2 ans, jusqu'à un moment donné où j'ai rencontré moi je devais avoir plus ou moins 20 ans, ouais, et j'ai rencontré 2 jeunes fantastiques qui avaient 20 et 21 ans, qui s'appelaient Cooper Bloom et Klepfish, qui avaient leur bureau s'appelait KNK, ils étaient à Bruxelles. Génial. Dans le Triangle. À l'époque, le Triangle, c'était vraiment un endroit fantastique pour vendre les vêtements. Et je les ai rencontrés à Paris, au bain-douche, en boîte de nuit. Et à l'époque, j'avais pas beaucoup de sous. Et d'abord, on était dîner. Et j'étais invité par un copain qui me les a présentés. Et l'addition, c'était presque mon salaire mensuel, quoi. Donc, je savais pas trop bien comment j'allais m'en sortir. Et ils ont compris que j'étais pas vraiment à l'aise. Et ils m'ont dit, mais t'inquiète pas, tu es notre invité. Ah ouais. Donc déjà très sympa. Et puis bon, genre on a un peu discuté le coup. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais. J'ai expliqué ce que je faisais. Ils m'ont dit on recherche un jeune mec un peu dynamique pour vendre la marque de bottes Goest. C'était la folie des bottes Goest, parce qu'il y avait à l'époque Chippy Chevignon, ouais, Verte Vallée, et c'était beaucoup de jeans. Et à l'époque on mettait des bottes. Ouais, ouais. Voilà. Donc ils m'ont proposé de faire ça. Et j'ai accepté tout de suite et je les ai rencontrés le samedi et le lundi j'ai commencé chez eux. Ah ouais, dingue. Voilà, directement. Ouais. Et ça a été 2 ans où j'ai vraiment appris beaucoup. Et donc la vente, quoi, vraiment le terrain. Voilà. Et la première voiture, parce que je lui ai dit, mais j'ai pas de permis. Mais il m'a dit, passe ton permis. Mais j'ai dit, mais j'ai pas d'argent pour payer mon permis. Il m'a dit, tu sais quoi, je te paye ton permis et je te trouve une voiture. Dingue. Et j'ai commencé vraiment le samedi chez eux, et le lundi d'après suivant, j'avais mon permis et je roulais. La première voiture que j'ai roulée, c'était la voiture du patron, parce qu'ils avaient le même âge que moi, mais ils avaient un business de folie, ça marchait très très fort. À 22 ans. À 22 ans, eux, ils cartonnaient. Ils faisaient blanc-bleu, Goest, Tabou, enfin, c'était top. Et puis, fil en aiguille, voilà. Après, j'ai une autre très grande rencontre. En fait, c'est beaucoup de rencontres. Toujours dans le métier, j'ai rencontré Luc Duchesne, qui était le monsieur du textile en Belgique pour les jeunes, en tout cas, qui faisait Chippy et Chevignon. Lui, il faisait carrément les deux. Et lui aussi, je l'ai rencontré, je ne sais pas que je sortais beaucoup, mais en soirée, on va dire. Et il m'a dit c'est toi, j'ai entendu parler d'un jeune mec qui vend des bottes là où je vends mes jeans. Ah. Je dis, ouais, apparemment, ouais, c'est ça. Puis on a sympathisé, on a rigolé. Et il m'a dit, je cherche un mec pour faire une nouvelle marque de pull qui va s'appeler Mer du Nord. Ah, waouh. Et je lui ai dit, ok, pourquoi pas. Et j'ai commencé là aussi 2 semaines après. Et là, on a une histoire, on a travaillé ensemble pendant 10 ans. Et puis j'avais 29 ans, je pense que j'ai rencontré Inge.
Mais j'ai commencé à faire de la production de t-shirts. En fait, comme à l'époque, je travaillais vraiment, on va dire 6 mois par an, parce que c'était des saisons en saison. Maintenant, il n'y a plus de saison. Non. Mais à l'époque, c'était vraiment hiver-été. Et puis, je m'ennuyais. Et je trouvais qu'il fallait faire autre chose. Donc, j'avais mes relations fabricants avec ma mère à Istanbul, dont j'ai repris contact. Et j'ai décidé de faire des t-shirts pour des marques, en fait. Donc, j'ai démarqué les marques et j'ai joué l'agent d'usine. Donc, mon premier client, c'est Joseph à Londres. Et j'avais donc ce fabricant qui est toujours un ami à moi, qui est un Arménien, un mec fantastique, qui d'ailleurs fabrique encore pour Essentiel. À l'époque, faisait déjà Comme des garçons. Il faisait faisait tous les t-shirts de Comme des garçons. Donc, je vais chez lui, je regarde les t-shirts, je prends un petit sac et je dis bah écoute, donne-moi 2-3 échantillons et puis je vais aller démarcher. Et puis j'ai été premier rendez-vous, j'ai été à Paris. C'était dans la rue justement où il y a Paul Smith à Saint-Germain, j'ai oublié le. Rue du Bac. Non. Saint-Germain. Non, à Saint-Germain. Boulevard Raspail. Boulevard Raspail, exactement. Donc je vais boulevard Raspail, j'ai mon premier rendez-vous chez Joseph, je suis tout excité, tout content. Et je mets des t-shirts dans ce sac, mais je mets n'importe quoi parce que je me dis, si je leur sors un t-shirt de Comme des garçons, je suis sûr et certain qu'ils vont être ferrés, tu vois. Donc je sors d'abord un t-shirt, je sais pas, blanc-bleu, puis je sors un t-shirt à l'époque Mer du Nord, et bon, je vois qu'ils me regardent, mais moi, et d'un seul coup, je leur sors 2 t-shirts de Comme des garçons, et là, je sens qu'il y a d'intérêt. Et je leur dis, mais je suis désolé, ceux-là, je ne peux pas vous les montrer. C'est la nouvelle collection et je les remballe tout de suite dans mon sac. Oh, stratège! Et là, badaboum, badabang. Je me dis, mais enfin, vous travaillez pour Comme des garçons, pourquoi vous ne nous avez pas dit, écoutez, vous savez, on ne peut pas... Voilà, c'est un peu confidentiel. Et du coup, bang, bing, boom, ils m'ont passé une commande de 56 000 t-shirts la première saison. 56 000 pièces. Ah, waouh! Ouais, c'était top. Ah ouais, donc incroyable. Ça, c'était avant Essentiel. Ouais, c'est ça. Et puis, de Joseph, on a fabriqué pour plein de marques, entre autres pour Nathan, pour Belle Rose. J'ai fait tous les Belges. Belle Rose, Nathan, Mer du Nord. Producteur, en fait. Agent. Voilà, j'étais agent producteur. Jusqu'au jour où mon fabricant m'a dit, mon copain fabricant m'a dit, écoute, pourquoi tu fais pas ta marque? Et puis, j'ai dit, mais enfin, on est tout content, ça se marche. Je n'ai pas besoin de faire une marque, je suis très bien comme ça. Et puis, j'en ai parlé à Inge, qui m'a dit, mais enfin, il a raison, pourquoi on ne fait pas notre marque? Et je dis, pourquoi pas? Et puis, on a créé Essentiel. Parce qu'Essentiel, c'était... Il y avait 4 t-shirts à la base. Il y avait un débardeur, un manche courte, un manche longue et un V. Voilà. Mais il y avait 25 couleurs qu'on livrait de stock. Et c'était ça le concept. Des t-shirts que des t-shirts essentiels. Et on comptait pas... Moi, en tout cas, je comptais pas faire autre chose. Jusqu'au jour où Ing avait tous ses clients qui étaient à l'époque des clients Max Mara, parce qu'elle défilait pour Max Mara, donc elle était mannequin cabine, donc elle connaissait une clientèle tout à fait différente, et moi je travaillais chez Mer du Nord, donc je connaissais une clientèle beaucoup plus sportswear, et elle connaissait une clientèle, on va dire, plus haut de gamme. Donc le jour où on leur a présenté les t-shirts, on a carrément pu directement avoir 2 segments dans le marché. Et ça s'est très bien vendu. On n'avait pas de frais, donc on leur offrait une grande marge. Et vous allez sur la route avec vos t-shirts? Vous aviez un showroom? Non. Alors, le premier showroom, c'était chez nous à la maison. Moi, j'adore cuisiner. Donc, les quelques clients qui, au début, venaient par sympathie, parce que la plupart, on les faisait sur la route. Le coup, c'est qu'on les invitait toujours vers midi. Et moi, je faisais la popote, j'ai préparé un petit bouffe. Voilà. Et ça se passait très bien, ils ont apprécié. Et puis, de fil en aiguille, ils ont demandé de faire une jupe, ils ont demandé de faire un pull, ils ont demandé de faire une robe. Ing a adoré, elle s'est mise complètement à fond dans l'histoire. Et puis, on est passé d'une collection de 4 t-shirts. 2 ans après, on avait une collection de 100 pièces avec des vestes, des blousons. Et aujourd'hui aujourd'hui, il y a beaucoup. Aujourd'hui, on a plus ou moins 550 pièces, je crois, de collection. Enfin, SKU, c'est encore différent, mais voilà. Donc oui, ça a démarré très très basique, je veux dire. Et entre les 4 pièces et aujourd'hui des grandes collections et un développement à l'international considérable, c'est quoi les moments clés en fait pour vous de la marque? Le premier salon à Paris, je pense que donc en 2001, je pense tout de suite, il y a 2 ans après le démarrage, il y avait un agent que je connaissais parisien
Et on avait fait un petit salon belge. À l'époque, il y avait un petit salon belge et il était venu voir les marques. Voilà. Et puis il me dit « Ah, c'est super ce que tu fais. Pourquoi tu nous donnes pas la collection? Pourquoi tu vas pas au salon à Paris ?» Je dis, écoute, nous, on n'est pas du tout prêts pour aller à Paris, on n'y pense même pas. Mais bon, il insiste. Je téléphone à Muriel Guyot, qui à l'époque avait le salon, un petit salon au SEM qui était très sympa. Et elle me dit, écoute, tu as de la chance, parce qu'elle connaissait ma mère. Elle me dit, voilà, tu as de la chance, j'ai juste un désistement, si tu veux, tu peux le prendre. Mais tu dois me dire ça tout de suite. Je dis, ok, je le prends. Donc, je loue une camionnette et Ing et moi, on met tout dans la camionnette, tous les deux, on roule jusqu'à Paris et on prend une copine à nous pour nous aider. On fait le montage. J'avais acheté des crochets qu'on achète qui collent sur le mur pour mettre des crochets de. Et ça, j'avais mis sur le mur, je faisais pendre des silhouettes. Et ça tenait plus ou moins. J'avais mis un peu de glu en plus, ça tenait. Et on a fait 57 clients en 4 jours dans le monde entier. Dingue. Et ça, c'était pas prévu, pas du tout. Ah oui, ça a été un jour. Et qu'est-ce qu'ils ont aimé? On avait, je pense, les couleurs. Déjà, les couleurs étaient très très fortes. Ouais. Le mix et de match, c'est quelque chose qui me colle depuis le début. On a jamais vraiment, je pense, appartenu à un style bien précis, mais on a toujours été généreux dans les couleurs, généreux dans les matières, les mélanges de choses. Et je pense que ça a été visuellement aussi, c'était toujours très fort. Et ça a pris tout de suite. Voilà. Et puis ça a été le premier grand moment d'Essentiel. Et puis ça n'a pas arrêté. Après, on a pris un agent italien. On avait 5 agences sur la France. On avait un agent sur l'Allemagne. On avait un agent sur l'Angleterre. Les golden years, quoi. Voilà, ça a été très 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 vite, très vite. Mais vous vous différenciez déjà, je pense, avec quand même quelque chose de plus atypique, des imprimés, absolument. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie aussi. Ing, elle a vécu en Inde. Oui. Elle a vécu en Inde et je pense que moi, de mon côté oriental, mon passage en Turquie, ma mère aussi qui n'était pas vraiment quelqu'un de très conformiste, on était très penchés sur les imprimés, sur les matières, sur les couleurs. Et c'est resté notre ADN jusqu'à aujourd'hui, très fort. Aujourd'hui, on nous reconnaît aussi à cause de ça. Absolument, un vrai parti pris fort. Quoi. Et c'est quoi aujourd'hui les apprentissages de ces années de gloire? Parce qu'en fait, je trouve que quand tout va bien, il y a aussi des apprentissages. Est-ce que aller trop vite Il y a des passages très compliqués. On a eu des passages difficiles. On a eu des passages où le succès nous a un peu perdus parce que le problème, c'est que quand on se retrouve avec 10 agents, tout fonctionne très très fort. On veut une croissance. On a fait en 2000, on a commencé en 1999, en 2001. Je sais pas, on faisait, on va dire, 1 million et en 2005, on faisait 50 millions. Donc, la croissance a été tellement fulgurante qu'on pensait qu'on allait aller jusqu'à 500 millions. On ne savait pas où s'arrêter. On pensait que c'était presque naturel. Mais ce n'est pas naturel. C'est presque surnaturel. Ça a été trop vite. Et on a voulu plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on va faire des collections. Voilà, l'Allemand, il voulait un peu plus de ceci. L'Italien voulait un peu de ça. Et on a fait la grande erreur de grandir les collections pour pouvoir plaire à un plus grand public. Et là, comme on dit, on perd l'arbre dans la forêt. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve plus nous-mêmes, on reconnaissait plus notre ADN et ça a été perdu. Voilà. Donc ça, c'était une première leçon. Et ça, c'est quelle année? Ça, c'est après 5 ans 2006, je crois, 2007. Et donc, du coup, grosse perte de chiffre d'affaires sur le wholesale, sur le multimarque. Sur le wholesale, mais en même temps, j'avais commencé à ouvrir des boutiques. Parce que ma stratégie, l'idée derrière ça, c'était surtout d'avoir un réseau propre pour soutenir. Je me dis, bon, on gagnait beaucoup d'argent assez rapidement, et je veux transformer ça en quelque chose de plus périn, qui me semblait être aussi pour construire une marque. On n'avait pas eu le temps de construire la marque, on n'avait pas d'image vraiment, c'était que le produit qui se vendait, parce que personne ne nous connaissait. C'est aussi une autre époque. Bah oui, c'est une autre époque. Donc maintenant, il faut avoir une identité de marque, des valeurs, des piliers. Avant, l'époque, c'était juste le produit. On se lançait et puis on y allait. Oui, bien sûr. Mais on a d'ailleurs l'impression que tout était hyper facile, que c'était hyper fluide. Mais il y avait dès le départ cette ambition quand même, ce drive de faire un truc aussi grand, tout de suite. Tout de suite, on n'a jamais hésité. Quand on est arrivé à Paris et qu'on a vu ce succès, ça a tout changé. Ing et moi, on s'est dit, bon, voilà, là il y a quelque chose qui se passe, faut y aller, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça a été, on a ouvert jusqu'à 55 points de vente, plus ou moins. Là aussi, peut-être un petit peu. Des boutiques en propre? Des boutiques propres. Là aussi, on a été peut-être un peu vite aussi. Donc, c'est toujours un peu. Donc, la grande leçon, c'est de trésoriser, je pense, de pouvoir aller
à un rythme qui nous permet, on aurait pu prendre des investisseurs, on en a parlé tout à l'heure, mais nous, on n'a jamais vraiment voulu. On a voulu garder tout ça entre nos mains, et je pense qu'on a bien fait, parce qu'aujourd'hui, on a une grande liberté. Ouais. Et si on arrive aujourd'hui à passer à travers des périodes qu'on dit compliquées, mais il me semble que toutes les périodes sont compliquées. Oui. Hein. Il y a 2008, il y avait la crise, après il y a eu la guerre après il y a eu les attentats aux États-Unis, après maintenant il y a eu le Covid. Donc c'est pas nouveau. Ce qu'il faut pouvoir, c'est pour pouvoir passer ces moments-là, il faut rester agile dans le sens aussi des moyens qu'on a, d'investir, on va dire, c'est sûr, à bon escient, mais surtout, je pense, d'aller à un rythme qui permet de croître, mais naturellement. Il ne faut pas pousser trop vite. Et quand vous ouvrez comme ça des boutiques jusqu'à plus de 50 boutiques, il n'y a pas besoin d'investissement, il n'y a pas besoin de la banque, vous n'êtes pas allé chercher de l'argent ou des emprunts? On fait un emprunt, mais bon, après, il faut des garanties. Ouais. Mais les garanties ont été garanties propres par la société, par nous, par des fonds privés, mais qui ont été générés grâce à la société. Oui, bien sûr. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, incroyable. Aujourd'hui, j'ai pu lire qu'on allait vers les meilleures années d'Essentiel. Donc, il y a plus de 250 personnes qui travaillent. Et en 2022, il y avait déjà un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. Et là, on serait à 58 millions de chiffre d'affaires. Je pense que c'est quand même complètement exceptionnel quand même dans la mode et certainement en Belgique. Oui, bon, on n'a plus beaucoup, on va dire. Il y a mes amis de chez Belle Rose qui se débrouillent très très bien. Ouais, tout à fait. Et après ça, il y a plus beaucoup de monde. On a été beaucoup plus. Quand nous on a démarré. Et je parle pas des grandes maisons, enfin ce que j'appelle les grands stylistes, parce que nous on est quand même une marque commerciale, même si on a toujours eu l'ambition d'essayer d'être plus créatif que commercial, mais on s'est toujours profilé, je pense, si c'était possible de résumer, d'avoir accès à Essentiel pour tout le monde. On n'a jamais été élitiste dans notre idée. Non, c'est vrai. Et je pense que c'est ce qui fait notre charme et peut-être aussi notre histoire. Donc maintenant, oui, ouvrir des boutiques, c'est bien. Maintenant, on est dans une autre phase où justement le nom est reconnu, plus internationalement aussi, parce qu'on y a investi beaucoup de temps, d'énergie, d'argent. On avait des agences RP partout. Maintenant, on a tout centralisé ici. Bon, parce que maintenant, il y a une digitalisation qui rend les choses tout à fait différentes et qui nous permet, à partir de la maison mère, je pense, de pouvoir exprimer et faire respirer la marque à l'étranger. Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, il est plus sur du retail, des boutiques en propre, ou sur du wholesale? C'est plus retail. On fait 60%, on va dire, en propre, et 40% en wholesale. Okay. Il y a le e-com aussi qui est venu changer la donne. Qu'on compte en retail comme je compte en retail. Voilà, compte en retail. Fait, ouais. Donc 60% en retail et 40%. Non, 60% est fait par retail, avec e-com, pardon, et c'est ce qu'on avait dit. C'est ça. Et 40% sur le wholesale. Super. Et au niveau de l'internationalisation, parce que c'est quand même une marque hyper implantée en Belgique, et donc je pense qu'il y a quand même un joli chiffre d'affaires qui se fait sur ce marché. C'est quoi le pourcentage entre justement Belgique et l'international? C'est plus ou moins la même chose. Ah ouais. C'est plus ou moins la même chose. Donc 60% sur le Benelux, plus ou moins, et puis le reste sur l'étranger. Ok, et c'est quoi l'étranger? Donc la France, où il y a une vraie notoriété quand même? Oui, il y a la France qui va très bien, il y a l'Allemagne. Toujours avec des agents d'ailleurs? Alors la France, on le fait en propre. Ah oui, en fait, ça, on a tout repris en propre. Ouais. On a repris la France, on a repris l'Angleterre, on a, pour l'instant, enfin en agence, on a tout sauf l'Amérique, l'Italie et l'Allemagne. Ouais, voilà. On fait tout presque ici en propre. C'est beaucoup plus impactant de recevoir des gens et de leur expliquer la collection. On a pas c'est une autre manière d'implanter son produit, je pense que. Non, c'est vrai. Et du coup, on est en direct avec son client et on peut directement donner et transmettre son message, quoi. Absolument. Et vendre à bon escient. Ouais, c'est clair. On ne peut pas vendre à tout le monde la même chose. Il faut avoir un ressenti, connaître le client, connaître le produit, connaître d'où il est, culture. Il y a toujours une manière d'approcher. Alors après, évidemment, il y a toujours les meilleures ventes sont toujours faites par des articles. Mais il y a des. J'ai toujours dit à mes équipes qu'il faut vraiment soigner nos clients parce que c'est grâce à eux que tout fonctionne. Hein. Et je pense qu'on a des équipes justement qui passent beaucoup de temps chez les clients, qui vont les voir, qui les écoutent. On les aide à faire des
des événements avec nous. Je pense qu'on est très présent. Je pense que le produit se vend jusqu'au consommateur final. Notre responsabilité est juste que le client qui vient chez lui acheter le produit. Hyper intéressant. Et des marchés comme l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis, c'est parce que il y a un bon partenaire. Pourquoi on ne va pas en direct sur ces marchés-là? Ça peut être aussi historique. Alors, l'Italie, c'est un pays, c'est très compliqué. Ouais, il faut être italien pour, je pense, voir en Italie. Ouais. Et je pense pareil avec l'Allemagne, en fait. Et l'Allemagne, on l'a fait nous-mêmes. On a fait l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. D'ailleurs, ça se passait bien. Et puis là, récemment, il y a 1 an, on a rencontré quelqu'un qui nous a charmés et qui nous a proposé de reprendre ça en main parce qu'il y a une grosse équipe, il y a un gros bureau sur l'Allemagne. Ils sont 40 personnes, je crois, dans une grosse agence. Et on s'est dit que c'est des territoires d'âge qui est tellement important que peut-être c'était mieux de donner ça dans les mains d'un professionnel qui connaît très 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 bien le marché. Voilà. Et les États-Unis. Et alors les États-Unis, ça fait quand même rêver. Donc là, il y a un distributeur, j'imagine. Non, c'est un agent aussi. C'est 1011, c'est une grosse agence qui est implantée à Los Angeles, à New York et à Dallas. On a bien travaillé avec elle. Maintenant, on travaille de mieux en mieux. On est en train d'essayer. On a monté une boutique à New York pour l'image, justement là pour essayer de construire, parce que là aux États-Unis, c'est comme si on partait avec notre bâton de pèlerin. Personne nous connaît. Personne ne nous connaît. On est d'accord. C'était une de mes questions. Exactement. Personne nous connaît, à part quelques étrangers qui sont là, ou des gens du textile. Et l'agent américain, il est là depuis combien de temps avec la marque? Enfin, ça fait combien de temps qu'il essaye de développer? Ça fait maintenant 3 ans. 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, ouverture de boutique. Ouverture de boutique à New York, à Soho, dont on est très fiers. Ouais, gros milestone. Pas évident, parce que c'est quand même long. Et aussi, au niveau des équipes, monter une équipe là-bas, c'est pas facile. Non, j'imagine. Il faut recruter des locaux. Il faut recruter des locaux. On a essayé de trouver éventuellement même une Française, une Belge qui était là. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais ça commence à porter ses fruits. Et il faut travailler la notoriété. Comment on travaille la notoriété aux États-Unis? C'est large en plus. Donc on bombarde pour l'instant sur New York et sur l'État. On a grâce au e-commerce quand même, ce qui nous donne des références, à savoir où sont notre clientèle. On voit que beaucoup sont sur la Californie, beaucoup sont sur New York évidemment, et sur la Floride. Et même Texas. Alors j'étais surpris de voir que le Texas est un État féru de mode. Je savais pas du tout. Moi non pas plus. Pour moi, parce que je me suis renseigné maintenant. Texas, c'est un État qui est très modieux. Voilà. En fait, c'est aussi assez riche, je crois. Assez riche, donc, il y a un bon pouvoir d'achat. Ça, j'avais toujours entendu ça. Voilà. Super. Et du coup, quand vous dites on a bombardé, vous parlez de publicité média en digital, en fait. En digital. En digital. On fait presque plus papier. Je crois qu'on doit être à 95%, 95%. Sur le digital, on y met tous nos moyens et en PR, on a seulement maintenant une PR à New York. C'est la seule qu'on a gardée parce que tout est géré ici, comme je vous dis tout à l'heure, à partir d'une personne ou notre équipe marketing ici qui est quand même assez importante et qui monte les images, qui bombarde. On n'a pas des budgets illimités parce que ça va très très vite. Elle vous vient d'où cette envie d'explosion, d'international, je sais pas. Je suppose que c'est de l'ambition aussi. Elle vient d'où cette ambition justement? Je pense de ma maman. Ah ouais. Ok. Je pense que c'est inné. C'est elle qui m'a donné cette envie d'aller plus loin et de voir ce qu'on pouvait faire. Ouais, c'est cool. C'est quoi les autres difficultés que vous avez pu rencontrer? Il y a le financement de tout ça, commencer... Et ça, c'est vous vraiment qui regardez au quotidien la trésorerie, le cash flow? Alors maintenant, j'ai aussi quelqu'un beaucoup plus expérimenté que moi, dont c'est le métier, mais dont on est très proche. Ce sont des personnes très importantes dans une société comme la nôtre, qui sont créatifs aussi, parce qu'il faut... On finance des boutiques, on finance de la production, on a des flots de trésorerie importantes et moi c'est toute une. Il faut voir ça sur toute une année et être conscient que tout je dis toujours textile c'est comme un maillon de chaîne. Il n'y a pas un maillon qui doit sauter. Il faut que tous les maillons soient bien alignés. Et à ce moment-là, tu n'as pas de problème. Et ça, c'est la difficulté. Il faut, entre la production, la livraison, la facturation, l'encaissement,
les problèmes de défaut, le problème de livraison tardive. Il faut que les vendeuses dans les boutiques soient alignées à l'image qu'on veut. Les vendeuses dans la boutique, c'est le dernier maillon de la chaîne. Ouais, bien c'est sûr. celle qui porte l'image, qui te porte le produit, et il faut qu'elle soit avec nous, alignée dans l'idée. Ouais, absolument. Et vous trouvez que c'est ça votre rôle, de faire en sorte que tous les maillons sont... Parce que je me demande justement, quand on a une boîte comme ça avec 200 employés, c'est quoi encore son job, quoi? Ah bah, moi exactement, c'est tous les maillons de la chaîne m'intéressent, Ouais. et je passe du temps avec différentes personnes dans différents départements. Ouais. Plus trop le style, parce que ça, si même j'aime très très fort travailler dans la création, c'est Inge qui a repris complètement le studio avec son équipe et qui fait ça très très bien, qui me présente parfois une idée de couleur ou des panneaux de ce qu'elle va préparer, et que je fais, enfin je participe quand elle me fait participer, parce que c'est pas évident, parce qu'elle est très très occupée, mais j'adore pouvoir être avec eux dans le bureau style. Je trouve que c'est un moment de ça pur recentre aussi sur le cœur de l'activité, quoi. Exactement. Mais la prod aussi, vous disiez. La prod aussi, je passe. Ludo, qui est juste ici derrière la porte, lui s'occupe de la prod depuis des années. Donc j'ai beaucoup de réunions avec lui, beaucoup de contacts. On a réduit le nombre de fabricants aussi. Je pense qu'on doit avoir maintenant une dizaine de fabricants, alors qu'à un moment donné, peut-être on en avait une quarantaine. Ça aussi, on a appris à se concentrer. On a des relations, je dirais, privilégiées avec des gens avec qui on travaille depuis des années. Donc il y a une confiance qui s'est créée, même parce que pendant Covid, ça a été une période hyper compliquée. Et je pense que tout est passé à travers une période dont on savait avec incertitude totale, on ne savait pas ce qui allait se passer, et on a été soutenu, et on s'est soutenu. Nous avons soutenu les personnes avec qui on travaille, et eux nous ont soutenus. C'est très important, je pense, de lier à long terme des relations commerciales importantes avec des gens qui apprécient ce qu'on fait. Et vous produisez où? Ils sont où les 10 fabricants? Alors, on a 50% des fabrications sont faites en Inde, pas en Inde, en Asie, et 50% en Europe. On fait par exemple énormément encore en Italie. C'est incroyable ce qu'on a encore comme artisans producteurs en Italie. J'ai une femme qui s'appelle Mariella, je crois que ça fait 25, je crois pas, ça fait 25 ans que je travaille avec elle, qui fait toutes nos pulls, qui est une pure artiste et une femme fantastique, qui nous envoie des bobines de fils, des fils qu'elle fait des recherches fantastiques et des mélanges. C'est aussi des gens comme ça qui nous ont permis d'aller plus loin. Bien sûr. Il faut être porté par des personnes avec qui on a une connexion, et qui sentent qu'on est en train de faire quelque chose de bien ensemble. Ensemble. Donc mon rôle, c'est ça, tout le temps. C'est d'être aussi proche de tous ces différents départements, et de faire qu'il n'y a pas des départements qui sont, je dirais, j'aime vraiment c'est aussi une histoire humaine très importante. Donc c'est très très ce que je dis tout le temps, c'est qu'on est accessible à toutes les personnes de la société, mais aussi à tous nos fabricants, à n'importe quel moment. Et vous avez jamais eu envie justement d'avoir vous-même vos propres producteurs, d'acheter des fabricants, d'avoir je me suis dit que je pouvais pas tout faire. C'est comme avoir ses entrepôts pour faire son propre dispatching de production. J'ai jamais fait. J'ai préféré investir dans les boutiques. Peut-être que je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Il y a certaines choses qui auraient été sans doute plus positives, mais d'un autre côté, on serait peut-être pas 300, 250, mais on serait 350 aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine juste pour faire du pick and pack et tout ça, ou est-ce que c'est mieux pour moi d'investir dans mes boutiques et dans le marketing? C'est plutôt ce que j'ai voulu faire. C'est des questions de choix en fait. Et c'est surtout ça, souvent le poste d'un patron, c'est de faire les bons choix, quoi. On essaye. Ouais, j'imagine bien. Mais du coup, en effet, donc des producteurs avec lesquels vous travaillez depuis 25 ans pour certains. Est-ce que justement avec le Covid, vous avez dû recentrer un peu la production, arrêter certains thèmes? Le Covid, on a une période où vraiment on respirait plus. Carrément. On a pensé qu'on ne savait pas si on allait exister l'année d'après. C'est-à-dire qu'on a reçu la marchandise en février, on a facturé jusqu'à 15 mars, et tout était fermé. Donc on facturait, on recevait pour tous nos magasins. À l'époque, on avait encore plus que 36 magasins. On avait plutôt 44 boutiques, 320 personnes, plus 1000 clients grossistes qu'on a livrés dans le monde, et du jour au lendemain, fermé. Donc, tu factures, mais tu encaisses plus, ni dans les boutiques,
ni rien. Comment vous avez vécu ça, vous, personnellement? Très dur. Ouais. Ça a été... Vous dormiez plus, c'est quoi? Le premier mois, tout le monde était à la maison. Les banquiers ne répondaient pas. Les fabricants, on se parlait un petit peu, mais on ne savait pas trop bien quoi dire. Ouais. Parce que là, c'est un tel trou d'air que on sait qu'on ne peut pas faire face à ça. C'est la première fois que d'un seul coup, il n'y a pas de vente. Il n'y a pas d'encaissement. Donc, le premier mois, ça a été compliqué. Le deuxième mois, on a eu un peu d'e-commerce qui a commencé à bouger. Ouais. Après, on avait pris des commandes déjà pour l'hiver d'après. Oui, absolument. Donc, on a décidé de déchirer plus de la moitié des commandes. Wow. On a annulé 500 clients et on a fermé 14 boutiques en 4 mois de temps. Ça, c'était radical. Okay. Mais ça nous a sauvés. Parce qu'autrement, je ne pouvais pas faire face à mes engagements. En plus, on n'avait plus de trésorerie, il n'y avait plus rien. Donc, le commerce a repris et d'un seul coup, le e-commerce a explosé. Ce qui nous a permis de commencer à pouvoir payer nos factures. Et je ne sais pas comment on est passé, mais on a été sauvés. Vous avez été très courageux, en fait. Mettre de côté 500 bons de commande, ça veut dire aussi 500 problèmes, quelque part. 500 problèmes. Et puis les propriétaires des boutiques, tu ne peux pas payer les loyers. Donc, on s'est divisé, la tâche. Moi, je me suis occupé des fabricants. Un responsable de boutique s'est occupé de tous les propriétaires. Et puis, des 14 boutiques à fermer. Les 14 boutiques à fermer. Et le les personnel. 36 où on ne savait pas payer les loyers. Oh là 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 là. Et puis, mon CFO, lui, s'est occupé des banques et du personnel. Ouais. Et on a chacun pris nos 3 tâches différentes. Et on a réglé un plan d'action dans tous les départements. Avec les propriétaires, avec les fabricants, avec la banque et avec les employés. Et ça vous a sauvé. Et ça nous a sauvés parce que si tu fais l'autruche et tu ne regardes pas et tu ne fais pas attention, là, il n'y a plus de possibilité. Bon, en plus, on a eu des aides, il faut le dire quand même, ça a été important. C'est vrai. On était en Allemagne, on a reçu des aides allemandes, on était en Hollande, on a reçu des aides hollandaises, en France et en Belgique. Ouais. Donc, on a été supportés vraiment très, très bien. Et là où on ne pouvait pas faire face, comme surtout c'est en Espagne qu'on a fermé, parce qu'il n'y avait plus de touristes en Espagne non plus, c'était loin. Donc on a dû malheureusement prendre des décisions très importantes, très dures, vraiment. Ouais. Mais ça nous a sauvés, c'est sûr. Et licencier une centaine de personnes. Plus ou moins 60 personnes. Ouais, c'est des grosses décisions. Ouais. Et après, alors, on reprend la planche de surf et on reprend la vague parce que franchement, on a bu un peu d'eau pendant le Covid, quoi. J'imagine tellement. Alors, on a tellement allégé, on a tellement remis, je dirais, on a préparé le redémarrage. Et quand le démarrage il a été fulgurant, très fort. Quelque part, vous avez assaini une situation, peut-être. Absolument. Okay. Peut-être qu'on aurait déjà dû l'anticiper avant. Peut-être que ça a accéléré quelque chose qu'il fallait faire de manière un peu radicale. C'est une évidence. C'est sûr et certain. Donc il y a une jolie leçon à retenir. Quoi. Non, ça a été très important et ça nous a permis de repartir et de remettre de nouveau. On se perd parfois et c'est des moments comme ça qui permettent de remettre nos valeurs, ce qui on veut, qui est-ce qu'on aime faire et de ne pas grandir à une vitesse et perdre un peu le fil. Ouais, je suis d'accord. Et alors, vous répondriez quoi à ça, justement? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous recentre sur le cœur de l'activité? Qu'est-ce qui vous a justement tenu ancré? D'abord parce qu'on ne voulait pas tout perdre. Ouais. Bien sûr. La simple raison, c'est d'abord qu'on est amoureux des fighters. On est fighters, j'en suis persuadé. Et différentes personnes dans la société qui sont fightées avec nous ensemble pour la boîte et ça c'était vous étiez entouré de combattants quoi. Il y avait un combat à mener et je voulais pas perdre l'essentiel. J'avais très très peur. Je me suis dit mais c'est même pas une question d'argent, c'est notre bébé, on le fait depuis tellement longtemps, qu'est-ce qui se passe si le matin est plus là? Me recommencer tout ça, c'est pas possible, c'est trop d'expérience, trop de choses. Donc ça a été c'était impensable de faire autre chose, de laisser tomber. Et on s'est battu pour. Et... Parfois, de se dire qu'il n'y a pas de plan B, c'est la meilleure solution. Ah oui, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de plan B, Il n'y a que le plan A et juste, il faut l'adapter, quoi. Absolument. Et du coup, c'est quoi, alors, pour vous, la mission de la marque sur laquelle vous vous êtes recentré? D'abord, de se concentrer sur tout ce qui fonctionne. Je pense que tout ce qui est cash drain, tout ce qu'on pense être investissement à long terme et qu'on dit que ça va passer, c'est jamais bon.
Moi, j'ai appris maintenant qu'une boutique qui fonctionne pas, normalement, il faut la fermer rapidement parce qu'on perd beaucoup d'énergie. On y met beaucoup d'attention. Ou un marché compliqué, des gens qui sont compliqués. Il faut garder ce plaisir aussi bien dans tout ce qu'on entreprend. Le côté positif doit rester. Et souvent, des choses négatives te pompent. L'énergie, les équipes, l'argent, tout ça. Bon, donc... Ouais, je trouvais ça très intéressant dans les apprentissages du Covid. Donc, apprendre à décider vite, quoi. À pas laisser justement une boutique qui fonctionne pas traîner. Et donc, gros learning Covid avec des décisions radicales. Tu apprends à aller vite, prendre des décisions... que tout le monde va pas aimer, que tout le monde va pas Comment on fait comprendre. Ça, justement, d'oser aller vers des plaintes, des critiques, des insatisfactions. De toute façon, c'est une période où tout le monde peut comprendre à un moment donné que c'est un moment de survie. Ceux qui comprennent pas et qui veulent commencer à rentrer dans des conflits, ils peuvent, mais bon, ça n'apporte rien du tout, ni pour eux et surtout pas pour nous non plus. Mais on a été très clair, on a, je pense, parler et expliquer les choses comme elles se passaient et je pense que tout le monde, enfin tous les gens proches de nous ont compris, entre autres surtout qui était très important, c'est nos fabricants à qui à ce moment-là on doit de l'argent sur l'été et qui doivent commencer à fabriquer l'hiver. D'où l'importance des relations fortes et fidèles depuis longtemps. Ça c'est clair, c'est le grand écart qui peut pas, et de nouveau c'est le fameux maillon de la chaîne qui peut pas sauter parce que s'il y en a un qui saute, on sait très bien qu'il n'y a rien qui va aller. Donc à ce moment-là, on s'est recentré sur nos personnes, on a expliqué malheureusement aux 60 personnes qui étaient surtout sur l'Espagne et le Portugal qu'on devait arrêter pour pouvoir survivre. On a dû couper pour survivre absolument. Ouais, tout à fait. Et c'était intéressant, vous disiez en effet, il y avait trop de peur et pas envie de lâcher Essentiel, quoi. Il n'y avait juste pas de plan B, quoi. Il n'y a pas de plan B, surtout que c'est toute notre vie. Bien sûr. Ing et moi, c'est notre bébé depuis toujours. Et on a tout fait pour passer à travers. Et aussi, encore une fois, grâce à des gens dans nos équipes qui nous ont soutenus, qui étaient à 100% avec nous. Je crois qu'il n'y a personne ici au bureau que j'ai vu. Bon, alors il y avait des chiffres parce que tout le monde ne pouvait pas être en même temps. En plus, c'était compliqué. Tu ne pouvais pas avoir plus que 10 personnes en même temps sur les surfaces. Heureusement, on a des grands bureaux. Mais c'était pas facile. J'imagine. Est-ce que je veux pas vous retenir trop longtemps, votre temps est précieux et c'est déjà formidable tout ce qu'on peut c'est très chouette, apprendre. Moi aussi j'aime bien. J'écoute l'histoire. C'est cool. On prend pas le temps de faire ça. Et ben justement, qu'est-ce que vous pourriez encore célébrer là? Donc vous allez bientôt fêter 25 ans. Voilà. 25 ans cette année. Il y a évidemment eu des coups durs. On a pu en parler. Ce serait quoi les fiertés, les éléments clés de l'histoire? Déjà maintenant ce serait de continuer à faire ce qu'on fait bien. On a des clients qui sont satisfaits, qui sont très contents, avec qui on essaye de ne pas grandir spécialement. On garde les mêmes clients, mais on travaille plus en profondeur avec eux. Donc on étudie, on essaie de mettre des approches de vente avec eux, qui n'est pas que de la vente, mais c'est de la relation, je pense, et de l'installation pérenne chez nos clients. Donc on met des techniques au point pour être plus proche encore de nos clients. Et ça, c'est très important, je pense que... Et comment on fait pour grandir à l'international? Parce que je pense que c'est un des next steps de pouvoir grandir encore à l'international, peut-être l'Asie même, je sais pas, les États-Unis, on en a déjà un peu parlé. On est en Corée, on a un importateur en Corée, on a 5 points de vente en Corée. Mais ce sont des shop in shop en fait, c'est pas des boutiques. Ce qui est typique du marché. Ce qui est typique du marché asiatique. Oui, il reste encore pas mal de choses. Il y a le Japon, on est nulle part, la Chine, on est nulle part, la Corée, ça commence à prendre de plus en plus. Et les États-Unis, qu'on vient, ça fait 3 ans, mais c'est vraiment un démarrage avec notre boutique qui commence. Il y a le e-com. On vient de faire pas mal de chouettes partenariats, ce qu'on appelle des marketplaces, 24S. Ouais, bien sûr. 24S qui est un grand succès. On a Browninger en Allemagne. Qui vous permet d'acquérir de la clientèle américaine, 24S. Absolument. C'est ça. Absolument. Ils font... Parce que c'est le 24 Sèvres du bon marché, mais en fait c'est très américain. 24 Sèvres du bon marché, c'est leur nom, 24S du coup, et leur plus grosse clientèle est aux États-Unis.
Enfin, en tout cas, essentiel, ce qu'ils revendent se passe à 80% aux États-Unis. Ok, donc grandir en digital à l'international. Oui. Ouais, ça, encore une ambition. Ça, c'est aujourd'hui les marchés sur lesquels on peut. Enfin, c'est un nouveau vecteur d'affaires sur lequel. Et comment on fait pour aller au Japon ou en Chine ? Alors, on pense. J'ai l'impression qu'il faut continuer à persévérer sur les États-Unis. Okay. Pour pouvoir attraper plus d'appétence pour l'Asie. Voilà. Et puis on a quelques contacts maintenant, entre autres sur la Chine, mais on a tellement de choses à faire et on veut bien les faire. C'est ça, step by step. Qu'on ne va pas courir cette fois-ci. Ok. Non, c'est ça. On va faire les choses calmes. Ok, c'est un des apprentissages à retenir. Cool. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer ? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer ? Franchement, j'ai l'impression que j'avais déjà beaucoup de bagages quand j'ai démarré. Je connaissais la production, je connaissais la vente. Vous aviez une vraie appétence produit. J'avais une vraie appétence produit, une sensibilité sur tout ça. Je pense que peut-être que la chose que j'aurais dû j'ai toujours été un peu fonceur et peut-être que j'aurais dû parfois par exemple l'homme que j'ai adoré, on avait une marque, on avait fait Essentiel Homme que j'ai adoré faire, qui marchait pas mal, mais j'aurais dû mettre plus de moyens et ça prend beaucoup d'énergie, donc il faut pouvoir vraiment calibrer son énergie, on peut pas la placer partout. Et là vous estimez que vous avez arrêté trop vite l'homme ? J'ai pas arrêté trop vite, mais j'aurais dû monter peut-être une équipe différente, j'aurais dû séparer les choses. Enfin, je pense qu'il y avait moyen de faire autrement. Ça pourrait être une ambition future de relancer l'homme ? Si mes enfants veulent, oui. Moi, tout seul, non. Intéressant. Ok, message, ils le savent ? Non. Ils étudient, il y en a un qui étudie en Espagne et Hicham travaille avec moi, on a ouvert un restaurant à Anvers qui s'appelle le Cobra. Absolument, c'est vrai ça. Et il travaille avec moi là maintenant, donc je ne sais pas s'ils vont venir nous rejoindre dans le textile. Ok. On verra. L'avenir nous le dira. Exactement. Ok, mais bon, le message est passé en tout cas. Voilà. S'ils écoutent, ils pourront me répondre. Super. Et un grand merci Esfane. C'est moi qui vous remercie. C'est très sympa. Est-ce que vous voulez profiter de ce micro pour dire encore quelque chose ? Non, je veux dire, alors si jamais il y a des clientes qui nous écoutent et des gens qui aiment Essentiel, je veux dire que nous, on les aime beaucoup aussi et que vraiment, sincèrement, depuis des années, on a toujours été très reconnaissants de ce qui s'est passé, de nous avoir permis d'entreprendre et d'exister encore après tout ça. Et que c'est un grand bonheur. Voilà. C'est chouette de dire ça. Et je termine toujours avec cette dernière question signature. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le secteur de la mode en Belgique que vous aimeriez entendre à ce micro ? Dries Van Noten. Ah, trop bonne idée. Super. Bon, je prends le défi. Voilà. Pas si facile. C'est une bonne chose. Ouais. Merci à vous, Esfane. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles. Ensemble, diffusons les histoires inspirantes et les conseils précieux des entrepreneurs qui constituent la mode belge. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur Instagram, WeLoveBelgianBrands_podcast et aussi sur LinkedIn sous les pages Astrid.Lefebvre et Lindegram.